prochains jours, le dossier y relatif étant déjà bouclé. D'une capacité d'au moins 2500 détenus, ces établissements pénitentiaires seront érigés dans les chefs-lieux d'anciennes provinces, en majorité, sur financement du gouvernement central, pendant que 2 d'entre eux le seront sur base d'un contrat de partenariat public-privé, suivant le modèle type de prison moderne, comprenant des espaces destinés à l'apprentissage des métiers et aux travaux des champs. C'est le cas des prisons des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À ce jour, 2 prisons sont en cours de réalisation, à savoir une nouvelle prison centrale à Maluku et à Sake au Nord Kivu. Dans le chapitre de la gestion des contentieux en rapport à notre pays, je me félicite des efforts déployés par le gouvernement à travers le ministère de la Justice, avec le concours de mon cabinet, pour assurer un suivi satisfaisant de certains dossiers importants. Au titre des retombées positives, il y a lieu de citer l'arrêt de la Cour internationale de justice relatif à la condamnation de l'Ouganda au paiement échelonné sur 5 ans de 325 millions de dollars américains au profit de la République démocratique du Congo pour les activités armées du dit État à Kisangani en l'an 2000. Ces mêmes efforts ont permis à l'État congolais de récupérer en 2022 des actifs miniers et pétroliers et au Trésor public d'encaisser des fonds considérables, le tout pour une valeur globale estimée en milliards de dollars américains dans le cadre de négociations responsables entamées entre les groupes Ventora, Glencore et Tenke Fungurume Mining. Au chapitre de la lutte contre l'impunité, il convient de signaler également, du point de vue international, la signature d'un mémorandum d'entente avec le procureur de la Cour pénale internationale. En outre, sous la supervision d'un compatriote qui nous fait l'honneur de siéger à la Commission du droit international, la CDI de l'ONU, notre équipe de plénipotentiaires a participé à la conférence diplomatique sur l'adoption d'une convention internationale multilatérale sur la collaboration judiciaire et les enquêtes en matière de crimes internationaux qui s'est tenue à Ljubljana, en Slovénie. Par ailleurs, la mise en place d'une task force justice internationale sous l'autorité du ministère de la Justice vise à offrir à l'État un outil technique à son front judiciaire pour les actions engagées, notamment contre ces criminels et agresseurs devant des instances internationales dont la Cour pénale internationale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour de la Communauté d'Afrique de l'Est et bien d'autres. Ceci concrétise mon engagement diplomatique exprimé à travers la formule « Rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo ». C'est dans cette logique je disais, ceci concrétise mon engagement diplomatique exprimé à travers la formule « Rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo ». C'est dans cette logique que la République a apporté son soutien à plusieurs compatriotes qui ont concouru à certaines fonctions internationales, ce qui n'était plus possible depuis plusieurs décennies. Au niveau national, je signale la promulgation en septembre dernier de 2 ordonnances-lois, l'une modifiant et complétant le Code pénal et l'autre modifiant et complétant le Code de procédure pénale,
avec un accent particulier sur la question de la prévention et de la répression des violences basées sur le genre, sur le droit à un accompagnement psychosocial et sur la gratuité des frais de procédure désormais à charge du Trésor public. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, comme vous le savez, les droits de l'homme constituent une dimension sacro-sainte de l'État de droit. C'est pourquoi des efforts significatifs ont été consentis pour honorer les engagements du pays en la matière, en dépit des nombreux défis auxquels il est confronté, notamment dans les zones en conflit. Au cours des derniers mois, un intérêt particulier a été accordé à la justice transitionnelle et réparatrice. À cet effet, les consultations nationales sur la justice transitionnelle ont pu se tenir dans 14 provinces et la Commission provinciale de vérité, justice et réconciliation du Kasaï central a débuté ses travaux. Dans le souci de lutter efficacement contre l'impunité et rompre définitivement ce sceau, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant notamment la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, chargé d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Une réflexion est également engagée en vue de faciliter la création d'une cour pénale spéciale ou l'institution au niveau national de chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative. Aussi, une grande réforme a couronné notre engagement dans le cadre de l'implémentation de la justice transitionnelle en général et dans la protection et la réparation des victimes en particulier. En effet, depuis plus de 3 décennies, à la suite des guerres d'agression dont notre pays a fait l'objet, des millions de compatriotes ont été victimes de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont les cas les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. Les vaillantes victimes survivantes, délaissées et marginalisées ne pouvaient prétendre à aucune réparation. Au contraire, elles se sont vues imposer le silence et contraintes à l'anonymat par crainte de représailles, et ce, à la satisfaction des bourreaux, eux assurés de l'impunité totale. Face à ce tableau sombre, la nation ne pouvait ni ne devait rester indéfiniment impuissante. C'est pourquoi, en marge de mon combat sans répit contre l'impunité des auteurs de ces actes odieux, j'avais pris l'engagement d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en œuvre d'un programme de réparation qui permet leur relèvement à la suite de la signature avec l'Organisation des Nations Unies de l'addendum au communiqué conjoint sur les violences sexuelles. Cet addendum me recommande, en ma qualité de champion de l'Union africaine de la masculinité positive, Cet addendum me recommande, en ma qualité de champion de l'Union africaine de la masculinité positive, la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation au profit des victimes. Pour donner effet à cet engagement, j'ai promulgué la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes
et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes, dont le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote, porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée. Cette compatriote, je la cite, c'est la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakérou. Dans la même perspective, voilà. Je reprends. Il s'agit d'un cadre normatif. S'il vous plaît. Je reprends. Il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes, dont le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée. J'ai cité la distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakérou Tshisekedi. Dans la même perspective, un Fonds national de réparation pour les victimes, le FONAREV en sigle, a été créé et placé sous la tutelle du ministère des Droits humains. Il s'agit bien d'une réponse institutionnelle du gouvernement à ce fléau. Ce fonds, dont j'ai signé l'ordonnance portant nomination de ses animateurs, est déjà opérationnel. Pour compléter ce dispositif institutionnel, j'ai récemment nommé les 27 membres de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIA-VAR. Placée sous mon autorité directe, cette commission est un outil important dans l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes et politiques de réparation par le Fonds, ainsi que des réformes sur la justice transitionnelle. Le lancement officiel, sous mon autorité, le 2 août 2023, des commémorations du génocide congolais pour des fins économiques, le Génocost, en mémoire des millions de ces Congolaises et Congolais victimes d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles, a couronné cet engagement spécifique. Pour être plus complet dans la protection et la promotion des droits des groupes vulnérables, j'ai promulgué la loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Des mécanismes institutionnels d'implémentation sont en cours d'installation afin de procurer à cette catégorie de nos compatriotes de réelles opportunités pour leur intégration socio-professionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, après la chute du monopartisme le 24 avril 1990, le processus de décentralisation constitue aujourd'hui la grande réforme qui affecte sensiblement
l'organisation territoriale et administrative de notre pays. À ce jour, la décentralisation est effectivement en cours. Plusieurs étapes telles que prévues par le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation ont été franchies avec succès et l'exercice démocratique est palpable dans toutes les provinces. À ce propos, je voudrais saluer l'apport des autres corps constitués de la République engagés aux côtés du gouvernement et renouveler par la même occasion notre ferme engagement de poursuivre tous ensemble et sans relâche le processus de décentralisation en République démocratique du Congo, car il y va de la bonne santé de notre démocratie et de notre développement national durable. En effet, l'effort politique est perceptible, d'une part, à travers la remise en place du ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles, et d'autre part, à travers l'engagement d'organiser les élections municipales et locales durant l'actuel cycle électoral. Pour mieux concourir à sa mise en œuvre, ma stratégie est d'encourager la conclusion d'un partenariat entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers disponibles. Ce partenariat aura comme finalité l'aboutissement heureux du processus de mise en œuvre de la décentralisation afin que la démocratie, la gouvernance et le développement local soient effectifs sur toute l'étendue du territoire national. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, lors de mon investiture en janvier 2019, j'avais promis de faire de la presse libre et responsable le véritable quatrième pouvoir de notre pays. L'état des lieux de l'exercice de la liberté de presse établi à mon investiture révélait une grille de 4 défis majeurs auxquels s'affrontait mon engagement. Ces défis étaient les suivants. La loi numéro 22-002 du 22 juin 1996 présentait plusieurs faiblesses, essentiellement tirées de son caractère exagérément répressif et incomplet, plus liberticide et inadapté. L'inefficacité des instances de régulation et d'autorégulation à faire respecter la déontologie et l'éthique professionnelle, l'absence d'un vrai statut de professionnel des médias capable de protéger la profession de l'intrusion de personnes sans qualité et la pénalisation des délits de presse. À ce jour, la situation de la presse se porte de loin mieux qu'hier et je m'en rends compte personnellement lorsque chaque année, avec les journalistes, je participe à la célébration de la Journée internationale consacrée à la liberté de la presse. En l'espace de 4 ans, nous avons gagné 30 places dans le baromètre mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Tout est donc mis en œuvre pour consolider cette nouvelle dynamique afin de permettre, d'une part, d'opérer l'assainissement du secteur des médias et, d'autre part, d'assurer la professionnalisation des journalistes. Mon action politique dans ce domaine s'est essentiellement orientée vers 2 objectifs, à savoir la réforme du cadre normatif et institutionnel de l'exercice de la liberté de presse ainsi que la sécurité du journaliste.
Concernant le cadre normatif, la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de la majorité des 80 recommandations formulées lors des États généraux de la communication et médias organisés en janvier 2022. 27 ans plus tard, avec la promulgation de cette ordonnance loi, les bases d'un nouveau paysage médiatique ont été posées. Cette fondation favorise l'exercice d'une presse réellement libre, renforce la protection des journalistes et pose les fondements nécessaires au développement des médias viables et stables. En outre, il prend en compte les exigences imposées par les nouvelles catégories des médias, dont la presse en ligne, les médias associatifs, communautaires et confessionnels. Il définit et renforce le rôle de l'instance en charge de l'autorégulation. Par ailleurs, le gouvernement s'est doté pour une première fois d'un répertoire des médias répondant aux critères, notamment administratifs et techniques. S'agissant de la réforme du cadre institutionnel, le gouvernement a décidé d'appuyer l'organisation du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC en sigle, pour la refondation de l'instance d'autorégulation. De plus, les travaux d'examen de l'avant-projet de texte sur le statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo sont en cours. Toujours dans ce secteur, le réseau national des télécommunications par satellite, en adéquation avec le déploiement de la télévision numérique terrestre, la TNT, qui sera divisé en 2 établissements publics, dont l'un en charge de la télédiffusion et l'autre en charge de l'exploitation publique satellitaire. Pour ce qui est de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC en sigle, et de l'Agence congolaise de presse, l'ACP, le train de la modernisation de ces médias publics est effectivement en marche. Nous avons apprécié, par exemple, la qualité et la capacité avec lesquelles la RTNC a assuré la couverture médiatique mondiale des événements historiques que nous avons organisés, notamment l'arrivée du pape François en janvier de cette année et les 9e Jeux de la francophonie au mois de juillet dernier. En ce qui concerne la sécurité des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo, je voudrais d'abord déplorer et condamner tous les cas d'atteinte à l'exercice de la liberté de la presse perpétrés sur le territoire national ces dernières années, particulièrement dans la partie est de notre pays, à cause de la barbarie des ennemis de la paix. Ensuite, j'aimerais indiquer que le gouvernement fournit des efforts considérables depuis 5 ans en associant les services de sécurité rattachés à la collaboration des organisations professionnelles, des journalistes professionnels et leurs assimilés, ainsi que des médias, pour garantir une meilleure sécurité aux professionnels des médias. J'en appelle à plus de responsabilité et de professionnalisme des journalistes qui ont un rôle crucial à jouer en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, tant dans la couverture de la situation sécuritaire à l'est de notre pays que dans celle de la campagne électorale et des prochaines élections. Je ne saurais finir ce chapitre sans noter avec satisfaction les efforts constants qui augurent un nouvel horizon. Lentement, mais sûrement, nous nous délivrons du diktat de ceux qui racontent le Congo sous le prisme de la guerre et de la violence
pour la raconter nous-mêmes sous le prisme de la résilience et de la vitalité de notre jeunesse. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, en matière de gouvernance économique, vous conviendrez avec moi qu'autant que la politique, l'économie joue un rôle essentiel dans notre marche collective vers le développement et le bien-être. D'entrée de jeu, laissez-moi vous rassurer que notre économie en 2023 se porte bien. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020, surmontant les défis posés par la pandémie pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Le secteur primaire, en particulier le secteur minier, a été le moteur de cette croissance, avec une hausse significative de croissance de 22,6% en 2022 et une croissance prévue solide pour 2023 de l'ordre de 11,7%. L'agriculture, y compris la foresterie, l'élevage, la chasse et la pêche, a également montré une croissance avec une augmentation de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. Ma détermination à matérialiser ma philosophie fondée sur la revanche du sol sur le sous-sol ne demeurera pas sans effet. L'implémentation du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, le CCP-PNAA, chargé de coordonner la formulation des orientations stratégiques du pacte national de l'agriculture et de l'alimentation d'une part, et l'opérationnalisation du Fonds social de la République démocratique du Congo, restructuré, chargé de la coordination, de la gestion et de la mise en œuvre du programme de transformation de l'agriculture, d'autre part, permettront de mettre en valeur notre grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. C'est dire que l'agriculture demeure l'un des piliers majeurs de l'action gouvernementale traduite dans le Plan national stratégique de développement, le PNSD en sigle. Le secteur secondaire, intrinsèquement lié à notre richesse minérale, a montré une augmentation d'activité soutenant nos ambitions de développement industriel. Les exportations de cobalt et de cuivre contribuent de manière significative aux revenus d'exportation et à la balance commerciale. Avec la demande sans cesse croissante de voitures électriques à l'échelle mondiale, les exportations de cobalt affichent une croissance exponentielle ces dernières années. Néanmoins, cette dépendance expose le pays aux fluctuations des cours internationaux des matières premières, ce qui a un impact significatif sur les finances publiques. La projection de 6,2% de cette croissance pour cette année 2023 est justement la résultante de la chute des cours du cobalt sur le marché mondial qui témoigne de la fragilité de notre économie essentiellement tributaire du secteur minier. C'est ainsi que, conscient de cette réalité, je lançais en 2021 ma vision du déploiement d'une chaîne de valeur des matières premières stratégiques locales, matérialisée déjà
par la signature d'un mémorandum d'entente avec les États-Unis d'Amérique pour la mise en place d'une usine de précurseurs de batteries en partenariat avec la Zambie. Il y a aussi l'élaboration d'un plan directeur d'industrialisation comprenant 4 composantes principales, à savoir les infrastructures routières pour assurer l'interconnexion des 26 provinces, les infrastructures énergétiques, les chemins de fer et les zones économiques spéciales, ZES en sigle, afin de procéder à la viabilisation de nos potentiels et de permettre la diversification de l'économie congolaise. La matérialisation de ces ZES a été rendue effective par l'inauguration de la première usine de production de carreaux et de faïence Made in Congo dans la zone économique de Maluku pour l'approvisionnement de la ville de Kinshasa et de ses environs. Cette ZES, d'une superficie totale de 880 hectares, compte pour le moment 6 entreprises agréées pour la production de divers biens ou encore de produits alimentaires. L'objectif poursuivi par le gouvernement demeure celui de réduire la facture de l'importation et de promouvoir la production locale, ainsi que la création d'emplois. Quant au secteur tertiaire, il montre des signes de récupération et de potentiel de diversification de notre économie. En effet, alors que les services ont pu être affectés négativement par les restrictions dues à la pandémie mondiale en 2020, ils ont ensuite montré une reprise avec une croissance de 2,7% en 2022 et une projection de 4,2% en 2023. Les transports, les télécommunications et le commerce affichent une perspective meilleure. 3,1%, 7,6% et 3,5% respectivement, venant de 2,7%, 6,5% et 2,7% en 2022, ce qui indique une amélioration constante et un potentiel de diversification de notre économie. La mise en place du PDL 145T, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, la réhabilitation des voies et moyens de communication expliquent cette propulsion des activités de commerce, de restauration ainsi que des services bancaires. Néanmoins, nous sommes conscients des défis qui subsistent. L'inflation demeure élevée avec un taux cumulé de 19,363% cette année et sa gestion reste une priorité pour assurer la stabilité économique et la prospérité de tous les Congolais. Des mesures ont été prises pour atténuer l'impact de cette inflation sur notre peuple, notamment par des interventions ciblées sur les prix des denrées essentielles et des politiques monétaires visant à stabiliser notre monnaie, le franc congolais. Notre situation monétaire témoigne d'une amélioration avec une baisse de l'inflation projetée à 9,7% à la fin de l'année par rapport à 13,1% en 2022. La stabilité du taux de change et l'augmentation de nos réserves de change qui sont passées de 2,8 milliards de dollars américains en 2021 à plus de 4,5 milliards en 2022 renforcent notre position sur le marché mondial. Il témoigne de notre capacité accrue à faire face
aux chocs exogènes. Ces facteurs indiquent une certaine amélioration de la situation monétaire en 2023 par rapport à 2022, mais cela reste conditionné par les performances continues de l'économie, de la stabilité politique et sécuritaire et des chocs économiques mondiaux qui pourraient affecter le pays. Sur le front des finances publiques, nous avons réalisé un équilibre entre les recettes et les dépenses, tout en gérant activement notre dette publique. Nos finances publiques reflètent une gestion prudente et stratégique. Les recettes de l'État ont atteint plus de 20 milliards de francs congolais contre les dépenses d'un même volume. Nous avons veillé à ce que chaque franc dépensé serve à renforcer notre nation en soutenant l'éducation, la santé et les infrastructures nécessaires à notre développement. L'émission de bons de trésor a été un succès, reflétant la confiance des investisseurs dans la stabilité de notre économie. Par ailleurs, le commerce extérieur a vu une amélioration significative, avec une augmentation de notre excédent commercial de plus de 100% en 2023. Ces résultats sont le fruit de politiques commerciales astucieuses et de valorisation de nos ressources naturelles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, pour stabiliser le cadre macroéconomique, le gouvernement a pris des mesures visant à intensifier la production intérieure et à créer un espace budgétaire compatible avec nos ambitions. Ces ambitions, avaient également pour objectif d'attirer les financements extérieurs et d'améliorer le climat des affaires pour accroître les investissements. Une année après ma prise de fonction, la République démocratique du Congo, comme les autres pays du monde, n'a pas été épargnée par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire a été déclarée en mars 2020, alors que le pays venait de connaître depuis plus d'une année sa 10e épidémie déclarée de la maladie à virus Ebola. Cette crise a perturbé la mise en œuvre optimale du plan national stratégique de développement. Face à cette situation, j'avais décrété l'état d'urgence sanitaire en mars 2020. À cet effet, le gouvernement a doté le pays d'un programme multisectoriel d'urgence dans l'objectif de riposter contre la pandémie de Covid-19 et d'atténuer ses impacts sur l'économie et le social. Je voudrais relever ici qu'au terme de l'année 2020, soit 6 mois après la mise en œuvre de ce programme, notre pays a été compté parmi les rares pays résilients avec une croissance positive, alors que la plupart des pays sont entrés en récession cette année-là. En outre, je voudrais rappeler que le pays a élaboré un programme de réformes structurelles financé par le FMI à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains à travers la facilité élargie de crédit. Ce programme vise à promouvoir une croissance économique robuste et durable. Ainsi, sa mise en œuvre a, en 2021, occasionné un net rebond de l'activité économique nettement au-dessus du taux de 4,5% enregistré en Afrique subsaharienne. Cette vigoureuse reprise est attribuable aux résultats du secteur minier et du secteur des services du pays. Dans ce même cadre, le gouvernement a adopté avec le FMI des mesures en 2022 qui ont contribué à modérer l'inflation et à stabiliser le taux de change, avec comme conséquence l'augmentation des exportations, des recettes et des réserves internationales. Globalement, de 2019 à ce jour, le pays a connu une croissance moyenne positive qui s'est traduite en 2022 par un taux de croissance de 8,9%.
pour maintenir l'économie nationale dans cette trajectoire et permettre d'atteindre les objectifs du programme, le gouvernement a pris une série d'engagements, lesquels seront formalisés dans le mémorandum des politiques économiques et financières de la 5e revue. Ces engagements portent principalement sur les mesures de politique économique et les réformes structurelles. S'agissant des engagements en termes de politique économique, ceux-ci sont d'ordre budgétaire et monétaire. Les engagements budgétaires concernent notamment l'absence de tout financement monétaire direct des déficits, le resserrement de la politique budgétaire en vue de contenir les pressions inflationnistes, la limitation des dépenses exécutées en procédure d'urgence et la préservation du risque modéré de surendettement. Les réformes budgétaires structurelles portent quant à elles sur la poursuite des efforts de mobilisation à travers les mesures fiscales et l'amélioration des performances des régies, la maîtrise des dépenses et risques budgétaires, l'amélioration et la qualité des dépenses à travers notamment la mise en œuvre de la stratégie d'apurement des arriérés intérieurs, la poursuite de la réforme du système de subvention au prix des carburants pour maîtriser le risque lié au passif envers les distributeurs pétroliers, la maîtrise de la masse salariale assortie d'une réforme ambitieuse de la fonction publique, l'augmentation du niveau et de l'efficacité des dépenses sociales, l'amélioration de l'efficacité de la gestion des investissements publics, ainsi que l'amélioration de la gestion des finances publiques à travers notamment la refonte du cadre budgétaire pour ancrer la politique budgétaire sur un solde hors ressources extractives et enfin l'amélioration des statistiques des finances publiques. Comme vous le savez, la vision de développement poursuivie par notre pays est traduite dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, 2019-2023, qui stipule, je cite, en 25 ans, les ressources des secteurs extractifs et agricoles ont été mises en valeur dans l'optique de bâtir une économie diversifiée à croissance inclusive en vue de vaincre la pauvreté. Fin de citation. Cet outil programmatique considéré comme cadre fédérateur de toutes les interventions du gouvernement et de ses partenaires, axé sur les objectifs de développement durable, les ODD, arrive à échéance à la fin de cette année. Ainsi, pour éviter le vide programmatique, il a été lancé depuis 2022 un processus de sa révisitation pour le rendre plus centré et opérationnel conformément à l'axe 39 du programme du gouvernement. Cet exercice devrait permettre de séquencer les priorités de développement dans le temps et l'espace en déterminant les principaux domaines de concentration qui puissent guider son intervention et celle de ses partenaires sur la période de 2024-2028. C'est ce pourquoi, en 2023, le pays a produit son deuxième rapport de l'examen national volontaire pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le VNR, reprenant les principaux résultats de développement. À l'issue de ce rapport, il en est sorti notamment les résultats encourageants qui attestent des avancées significatives dans les domaines qu'il couvre, à savoir la réduction de la pauvreté, la couverture du système de protection sociale, l'amélioration de la situation sanitaire et la réforme de l'enseignement de base. Fort de ces résultats et des défis qui restent à relever, une feuille de route des actions accélératrices des ODD a été élaborée et m'a servi de soubassement lors de mon intervention au sommet des ODD organisé en septembre dernier à New York, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, mon engagement pour la mise en place d'un environnement d'affaires favorable
à l'éclosion et au développement des activités des entreprises installées dans notre pays demeure indéfectible. Sur ce, et sous mon impulsion, le gouvernement a lancé de nombreux